Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire de l'évasion des logiciels comme les antivirus ou les machines virtuelles à partir de chiffrement et de déchiffrement de la charge utile via l'algorithme A5/1. Tout ça en C. Donc bonjour, passionné de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cet article c'est le résultat des propres recherches de la personne qui fait le blog Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur la tentative d'évasion des moteurs d'antivirus via le chiffrement utile d'une autre fonction, donc l'algorithme GSM A5.1, donc qui est utilisé dans les réseaux téléphoniques portables, etc. Donc qu'est-ce que c'est la 5.1? L'algorithme A5 est un chiffrement de flux, donc pour les données qui transitent, utilisé pour le chiffrement dans le réseau cellulaire, donc GSM pour les téléphones portables. Voici les déroulements étape par étape de comment fonctionne l'algorithme. Bon, la première chose qu'on fait, on a une initialisation. En fait, on a trois registres. Le premier registre R1, le deuxième R2, le troisième R3. Donc chargé avec une clé de 64 bits. On a un registre de compteur de trame supplémentaire, c'est de trame qui est de 22 bits et qui est utilisé pour garantir que les flux de clés est différent pour chaque trame. Il n'y a pas de redondance au niveau des clés. Donc les trois registres sont remplis avec la clé et le compteur de trame à l'aide d'un algorithme de chargement bit à bit et l'état initial des registres est entièrement déterminé par la clé du compteur de trame. Donc ça permet de durcir l'initialisation, les clés et avoir une meilleure sécurité. Alors, le clocking, à chaque cycle, ça c'est gestion du temps. À chaque cycle d'horloge, les trois registres sont décalés d'un bit vers la gauche et les sorties des plusieurs registres où les informations sont en fait zorées et regroupées pour former un bit de retour. Donc les bits de retour est ensuite décalé vers le bit plus significatif, R1, donc en fait c'est le bit le plus fort. Et R2 et R3 sont décalés vers le bit de gauche. Donc les bits moins significatifs. Donc là, si c'est décalé vers le gauche, les moins significatifs et la droite vers le plus significatif, c'est du big endianness. De R1 à R2, ils sont décalés respectivement de R2 et R3. Alors après, il y a la génération de clés. A8 et A5, donc c'est des variables. Les algorithmes utilisent des séquences de synchronisation différentes, mais le processus de génération de clés est similaire. Dans chaque cycle d'horloge, un bit est géré par le flux de clés en XOR regroupant les bits de trois registres. Donc ça, c'est les trois registres qu'on avait vu là, R1, R3, R2, regroupant les trois registres et le bit de retour. Le bit généré est ajouté au flux de clés. Le flux de clés est un XOR complété avec le texte clair pour produire le texte chiffré. Donc en fait, c'est un XOR qui chiffre le texte. On a le déchiffrement. Donc le déchiffrement est simplement le processus inverse du chiffrement de la clé chiffrée XOR complétée vers le flux de clés et produit en texte clair. Donc ça doit être, c'est une clé symétrique, c'est pour ça. On remarque qu'il s'agit d'un aperçu général de l'algorithme A5. La mise en œuvre réelle peut différer en fonction du cas d'utilisation spécifique. Il peut y avoir des légers changements au niveau de l'algorithme depuis le début. Alors on a la création d'une implémentation assez simple. Donc là on a une fonction qui permet de chiffrer. Donc là on a les trois clés, les R1, les R2, les R3. Là on a là un peu de rune. Là on a les décalages avec les bits là vers la gauche, vers la droite. On a le feedback. Donc par rapport à la clé là qui est calculée. Donc il y a un décalage vers la droite en divisant le i par 8. Noter, plus on a un masque 1, donc je pense qu'il doit regarder le dernier bit. On a un décalage de l'algorithme R1 vers la droite, c'est 18. On a toujours le masque sur le dernier bit et on voit que tout ça est isolé. On fait la même chose avec R2. Donc tout ça c'est pour initialiser la clé. Après on a le chiffrement. Donc pareil, c'est une boucle. Donc il est chiffré par rapport à la longueur du message. On a les étapes A5 avec le feedback. Et pareil là on voit qu'on chiffre par un lot de 8, donc c'est par octet avec la clé R1, R2, R3, avec un décalage vers la gauche et la droite avec un OU. On a toujours le système de masque et à la fin on a une clé qui est générée là et qui va servir avec un OU exclusif à chiffrer notre message. Alors, l'implémentation de A5A1 de l'algorithme dans la fonction fournie par la fonction A15, c'est le chiffrement. Donc la fonction prend quatre arguments. Donc la première, la clé, la longueur de la clé, le message et la longueur du message, qui représentent respectivement la clé chiffrant, la longueur de la clé, le message en clair à chiffrer, la longueur du message. Il supprime également un argument de sortie qui contiendra le message chiffré. On a la fonction d'initialisation, comme vous dit, il y a trois registres de 32 bits, donc le R1, R2, R3, qui sont mis
mis à 0. La fonction il parcourt les 64 premiers bits de la clé de chiffrement et les utilise pour initialiser les 3 registres comme il suit. Donc pour chaque bit de la clé de fonction, le bit de retour en XOR, bit 1 et la clé, le 18e bit de R1 et le 20e bit de R1, en fait il récupère ces types de bits. En fait il décale et avec le masque il récupère le bit qu'il faut. Donc le 18e pour le R1, le 21e pour le R2 et le 22e pour R3. La fonction décale R1, R2, R3 vers la gauche d'un bit et définit les bits les moins significatifs de 1 vers le bit de retour, comme on avait dit. La fonction parcourt le message en texte brut. Et donc en fait le texte est clair et chiffre chaque octet comme il suit. Pour chaque octet du message, la fonction calcule un bit de retour comme le XOR bit, donc le 8e, le R1, le 10e, le R2, le 3e. La fonction génère un octet en générant 8 bits correspondant au R1, R2, R3. En fait, c'est du décalage et du Zorin. La fonction XOR correspond à l'octet du message avec l'octet correspondant à la clé produite vers l'octet chiffré. Donc, la fonction R1, R2, R3 vers la gauche de 8, de 10 et 10 bits respectivement définit le poids faible R1, R2. La fonction stocke un message chiffré dans le OUT tampon. Donc, comme ça, le message qui est chiffré là, une fois qu'il est complété, ce sera dessus. Alors, j'ai décidé de chiffrer la charge utile et déchiffrer et de voir ce qui se passe et combien de moteurs antivirus le détectent comme charge utile malveillante et combien l'entreprise Shannon va augmenter. On peut déchiffrer le code à l'aide de la même chose mais fait à l'envers, qui est ici. En fait, c'est la même logique, une fonction de chiffrement, et on a le code source complet qui est là. Donc, je peux vous montrer, on a un code source complet. On a les définitions du chiffrement A5, les rotations, l'initialisation par rapport à R1, R2, R3, la génération, les décalages vers les bits les plus forts, les bits les moins forts, etc. avec les masques et le chiffrement finaux avec la fin avec le XOR. Donc là on a plusieurs fonctions, on a la fonction chiffrement, on a la fonction déchiffrement, on a la fonction principale, on a la clé qui est ici, le message chiffré, donc notre charge utile. On a un padding, parce qu'en fait si le charge utile n'est pas modulo de 8, en fait il rajoute le padding derrière, intéressant. Alors le padding il rajoute un op derrière. La première chose qu'il va nous faire c'est qu'il va nous afficher le code original, après il va afficher le code original avec le padding en plus, il va le chiffrer notre charge utile, il va afficher la charge utile chiffrée, il va déchiffrer la charge utile, il va afficher la charge utile déchiffrée, et une fois qu'on a la charge utile déchiffrée, il va allouer de la mémoire dans un processus en commit, exécutable, lecture, écriture. Il va copier notre charge utile déchiffrée dans la mémoire avec RTL Move Memory et avec enum desktop A, il va exécuter la charge utile qui est déchiffrée. Donc comme vous pouvez le voir, MeoMeo charge utile, la boîte de messages habituellement utilisée. Donc on utilise la boîte de messages MeoMeo et ajoute des messages avec printf là pour voir le déroulement et tout fonctionne bien. Nous allons compiler notre malware, donc il faut ouvrir un terminal où il y a le code source. On compile, normalement statique là, et normalement on a un hack.exe qui doit apparaître, donc là il est bon. Après il faudra l'exécuter et avec sysinternal par exemple, regarder si on a le MeoMeo et calculer l'entreprise. Donc faisons ceci. Donc on ouvre un terminal, là j'ai hack.exe, je l'exécute. Donc là, on voit que tout fonctionne bien. La première chose qu'on a, c'est qu'on a le code original. On a le code avec le padding. On a le code qui est chiffré. On voit que c'est plus le même. Et une fois qu'on a le code qui est chiffré, là, on a le code qui est déchiffré. Il garde toujours le padding quand il est déchiffré. Et on voit qu'une fois qu'il est mis en mémoire, qu'il est copié et qu'il est exécuté, il fonctionne. On a bien MeoMeo. Alors, comme on a dit, on peut regarder avec sysinternal. Donc, on voit qu'à la fin, là, on clique sur hack.exe. Et si on clique sur l'onglet string et qu'on fait find, on cherche la chaîne Meo par exemple là et on voit qu'elle est en mémoire, donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. On va vérifier l'entropie. Donc là, on voit que j'ai un fichier que j'ai récupéré sur l'exercice de l'entropie et sur Shannon. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Donc, ça calcule l'entropie, mais du portable exécutable de l'entête PE. On fait Python entropie.py -f et on met le nom du fichier qu'on veut, là, hack.exe. Et là, on voit qu'on a une entropie assez forte. On va passer à l'exemple pratique 2. Alors, ça va être la même chose, donc on va mettre que le shellcode qui va être chiffré pour le déchiffrer et après l'exécuter. Donc, on met à jour notre malware, supprimer le shellcode d'origine, ajouter simplement le déchiffrement de la logique de la charge utile chiffrée. Donc, il va le compiler, l'exécuter, regarder en MeoMeo et après regarder l'antivirus. Donc, si on regarde notre code source, il n'y a plus que la fonction déchiffre qui existe. Hein. Il n'y a plus la fonction chiffrement.
Elle a été supprimée. On a toujours la même clé. Et là, on voit qu'on a notre shellcode qui est chiffré, hein. On voit que c'est bien E151. On peut vérifier, hein, en regardant Windows, hein, le dernier truc là, E15195. Ça va afficher le message qui est déchiffré et on va faire la même chose après. On va, comme d'habitude, avec VirtualAlloc, allouer la mémoire qu'il faut, copier la charge utile qui est déchiffrée et avec enum desktop à l'exécuter. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est le compiler. On le compile là. On regarde si on a bien hack 2.x, c'est bon. On reva sur Windows. On va l'exécuter dans le PowerShell. Donc on regarde si hack 2x fonctionne. Là on voit que l'est exécuté. On a notre message qui est déchiffré, donc le charge utile qui est déchiffré. Il y en a bien méo qui est là. Alors on peut réexécuter sysinternal pour voir si on a bien notre string méo. Donc toujours au même endroit, on double-clique, on va dans l'onglet string, on fait find, on cherche méo. Alors là on voit qu'il existe, il est là, donc il n'y a pas de problème. Donc ça fonctionne. Et après là on va ouvrir un navigateur, on va le passer sous VirusTotal. Donc on va dans VirusTotal, on choisit le fichier, donc on prend hack 2, on confirme le téléversement, on laisse l'analyse se faire. Et on voit qu'on a beaucoup de détection, hein. C'est un algorithme qui est largement connu et il a bien détecté notre charge utile, donc c'est pas terrible. Donc vous pouvez contacter Sal21 69 moteur antivirus qui détecte le fichier comme malveillant. Nous on a un peu plus de moteurs, donc 21 sur 72. Ouais. On va faire un exemple pratique 3. Donc, alors, en fait, on va modifier la logique de malware et ajouter en fait un surchiffrement. Ajouter un chiffrement ZOR de la charge utile et nous obtenons donc une charge utile chiffrée en A5 plus 10 ZOR et on va déchiffrer via ZOR et A5. On fait l'inverse. Et le chiffrement est ici très important. Donc c'est exactement le même code source que le premier là. Exactement, on a toujours la fonction de déchiffrement et la fonction de déchiffrement. Et en plus, on a la clé pour le ZOR et on a une fonction de déchiffrement ZOR qui fera déchiffrement et chiffrement ZOR. On a fait la même chose. Donc comme vous pouvez le voir, il a ajouté la fonction de ZOR, ça on vient juste de le voir. Donc il a mis ça à jour. Il faut compiler, il va l'exécuter et on va voir si on a plus ou moins de détection ou pas. Si ça change grand chose ou pas. Donc on le compile, on regarde s'il y a hack.3x, donc là c'est bon, on a bien le hack 3.x, on va l'exécuter. Donc là on voit que ça fonctionne, original c'est code, pas de message, encrypté le message, décrypté le message avec le ZOR. Alors si je regarde avec sysinternal, normalement, si je fais dans string et je fais find et je cherche méo, je retrouve la chaîne, donc il n'y a pas de problème. Tout fonctionne bien. Maintenant on va voir si on a plus ou moins de détection antivirus. Donc on ouvre le navigateur, on va sur VirusTotal, on choisit le fichier, on choisit le dernier, hack3.x, on confirme le téléversement et on voit qu'en fait ça sert pas grand chose en fait. Il connaît déjà le ZOR, c'est même encore pire, on a plus de détection qu'avant, on a 23,72. Donc nous, on n'a pas une réduction, mais on a un accroissement, on a le contraire. Mais ça, c'est dû au fait aussi, depuis le début de l'exercice, on utilise toujours la même clé, la MEU, et le ZOR, donc il commence à connaître ceci, il le voit comme quelque chose de louche, et c'est surtout que c'est pas une très bonne protection hein, de chiffrement ZOR. Alors il va calculer l'entropie, donc une entropie assez forte aussi. Hein. Donc là, je calcule l'entropie PE, et on voit que là, elle est assez haute. Alors peut-être aussi, c'est l'entropie qui fait monter aussi la détection, ça peut être ça aussi. Après, là, il y a l'évasion de l'antivirus Kaspersky. Donc, ça, on peut essayer de regarder par rapport au VirusTotal. Donc là, on voit que en fait, la signature, elle a été mise à jour hein, par rapport entre lui et moi. Donc, il y a quelques mois qui sont écoulés. Ils ont eu le temps de mettre à jour leur signature et maintenant, ils détectent comme quelque chose de malveillant. Donc, qui dit là, ça fonctionne plus. Et en plus, moi, j'ai pas de licence officielle de Kaspersky, donc je peux pas le tester sur le vrai antivirus. Donc, chez lui, ça fonctionnait à un instant T et à un autre instant ça peut pas fonctionner. Ça c'est le problème hein, de l'évasion des antivirus et des logiciels malveillants. Hein. Un jour ça fonctionnera et le lendemain ça fonctionne plus. C'est toujours la technique du chat et de la souris. Hein. Alors tout ce qu'on a vu là c'est à des fins pédagogiques hein, uniquement, hein. C'est pour vous apprendre comment ça fonctionne et vous protéger contre ce genre de choses. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.